Bienvenue à tous au Collège Belgique et plus particulièrement pour notre cycle de conférences intitulé Construire les futurs de l'élevage bovin wallon. Alors, nous rappelons que ce cycle de conférences a été proposé dans le cadre du projet ProBOF, donc Pro pour prospective et BOF pour bovin. C'est un projet qui est réalisé au Centre wallon de recherche agronomique de Gembloux, qui a actuellement la prospective dans le secteur agricole, en tout cas dans ses attributions. Alors, il s'agit bien entendu d'un projet multidisciplinaire, donc, qui unit à la fois les sciences appliquées, donc plus particulièrement l'agronomie, et les sciences humaines. Donc, c'est pour cette raison que depuis le début des travaux, ou presque, nous nous sommes associés avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique qui nous soutient régulièrement, essentiellement en matière de suivi méthodologique. Alors, le cycle de conférences comprend en fait 4 parties. Donc, la semaine dernière, nous avons eu un premier exposé qui traitait de l'état des lieux de l'élevage bovin wallon et des enjeux que l'on pouvait définir pour le futur. La deuxième conférence a été donnée par M. Guillot, donc directeur à l'IWEPS, et elle concernait la démarche prospective, donc c'était le point de vue des gens des sciences humaines. Aujourd'hui, nous allons parler des résultats auxquels nous sommes arrivés dans le cadre du projet ProBOF. Donc, ce sera en fait, je dirais, le fruit de la conjonction du point de vue de l'agronomie d'une part et des sciences politiques et sociales d'autre part. Et demain, nous aurons une table ronde avec des intervenants, bien sûr du secteur agricole, mais également de la société civile. Alors, nous en revenons à notre conférence de ce soir, donc qui va vous présenter les résultats auxquels nous sommes arrivés donc, dans le cadre de ce projet ProBOF. Nous avons 2 conférenciers, donc M. Raphaël Ritondo. Raphaël est diplômé en sciences politiques, donc il a obtenu également un master en administration publique et aussi un certificat en analyse prospective. Depuis quelques années, il travaille à l'IWEPS, plus précisément, et est actuellement en train de faire une thèse de doctorat qui est relative justement aux conditions d'apprentissage de la démarche prospective. Donc, il va faire un petit peu de la théorie sur base de la pratique que nous avons vraiment vécue, en tout cas dans le cadre du projet qui nous préoccupe. Alors, normalement, c'était M. Vincent Calais de l'IWEPS qui était annoncé. Malheureusement, M. Calais donc, est souffrant pour le moment, donc nous le remercions pour le travail qu'il a effectué jusqu'ici. Nous lui souhaitons prompt rétablissement et nous remercions particulièrement aussi Raphaël d'avoir bien voulu prendre le relais au pied levé. Alors, la deuxième conférencière, c'est Mme Victoria Tozard. Donc, Victoria est bio-ingénieure, diplômée de Gembloux Agrobiotech en 2014 et depuis lors, elle travaille au Centre wallon de recherche agronomique, plus particulièrement dans le secteur de l'élevage. Donc, elle a également suivi une formation en prospective et obtenu le certificat interuniversitaire en analyse prospective. Voilà, je leur passe immédiatement la parole. Donc, ils vont vous présenter les principaux résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, pour commencer cette conférence, je voulais d'abord introduire le projet ProBOF. Donc, comme on a pu vous l'expliquer dans la première conférence, l'élevage bovin wallon fait face à des crises en chaîne depuis maintenant de nombreuses années. Notamment, on a une évolution de la politique agricole commune, la PAC, qui a vraiment induit des changements profonds dans notre agriculture régionale. On a également une évolution des attentes sociétales qui modifient les normes de production.
On fait face également à un changement climatique. Alors évidemment, nous, on entend le changement climatique en se disant ben, l'agriculture émet, comme toute activité, des gaz à effet de serre. Mais en fait, ce qu'il faut aussi bien se rendre compte, c'est que le changement climatique impacte lui-même très fortement nos élevages, avec par exemple notamment une modification de la pousse de l'herbe, etc. Euh, on a une flambée du prix des terres agricoles et tous ces phénomènes, notamment, ont mené à une rentabilité qui est structurellement faible, voire négative dans certains secteurs. Et ce constat nous amène à nous dire qu'on ne peut pas juste constater qu'il y a des crises en chaîne, il faut à un moment donné changer d'angle de vue, changer l'histoire qu'on se raconte. Et c'est là où aller chercher les outils de la prospective nous a vraiment paru intéressant pour essayer de faire émerger d'autres récits, d'autres scénarios que les scénarios que je viens de vous énoncer. Et donc, les outils de prospective nous amènent à poser la question, mais quels sont les futurs possibles pour les exploitations bovines wallonnes? L'idée est aussi de se positionner en action, en proaction, plutôt qu'en réaction face à ces problématiques. Mais surtout, notre travail à nous, c'est d'interroger les experts, les acteurs de terrain qui savent mieux que nous quel est leur métier, quelle est leur réalité. Et nous, notre travail, c'est de vraiment traduire leurs dires, leurs récits dans dans des outils de prospective. Mais notre objectif n'est absolument pas de définir qu'est-ce qui est souhaitable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on est vraiment dans une démarche objective et on tient à le préciser. Aussi, par exemple, certains ou certains raisonnements vont vous être présentés. Ce n'est pas pour autant qu'on valide ou qu'on ne valide pas ces raisonnements, simplement vous tenez à vous en faire part. Alors, en prospective, on va commencer par établir ce qu'on appelle un diagnostic prospectif. Donc, c'est un peu la situation aujourd'hui telle qu'elle est. On va quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre comment on en est arrivé là. Et ensuite, on lèvera notre nez vers le futur. Nous, dans notre cas, on a commencé aussi par poser quelle est notre unité d'analyse. Donc oui, on s'intéresse à l'élevage wallon, mais finalement, ça va être quoi notre unité de travail? Là, il y a eu énormément de réflexion et on a abouti à la décision de choisir l'exploitation bovine wallonne comme réelle unité d'analyse. On a défini comme une entreprise agricole située en Wallonie, gérée par un agriculteur et qui détient des bovins en vue d'en tirer un avantage économique. Donc, on va vraiment considérer la production bovine dans son ensemble, à savoir production laitière, production allaitante et production mixte. Également, on va considérer les productions conventionnelles, biologiques, en qualité différenciée, des productions dites intensives, des productions dites extensives. Le but est vraiment de considérer l'élevage bovin dans son ensemble et de ne pas le segmenter. Aussi, on a vraiment à cœur de se détacher de la vision habituelle qu'on a de filière avec les intervenants en aval, en amont de la filière, les éleveurs et puis les intervenants en aval de la filière. On va vraiment essayer de considérer l'environnement d'exploitation bovine dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a aussi des acteurs liés à l'encadrement, il y a les syndicats agricoles, il y a plein d'autres choses en plus que la filière. Alors, tout au long de cette présentation, à plusieurs moments, on va vous parler de parties prenantes qui ont été mobilisées. Ces parties prenantes viennent de différents secteurs de cet environnement des exploitations bovines. Évidemment, les éleveurs et les éleveuses, qui constituent le cœur même de l'élevage bovin. On va considérer les professionnels de l'encadrement, que ce soit technique, vétérinaire, économique. Nous avons aussi sollicité différents syndicats agricoles, différents acteurs dans l'environnement, donc par exemple Terre en Vue ou d'autres, le Collège des producteurs, etc. Nous avons également des acteurs de la recherche et du service public. L'objectif en prospective étant d'avoir des représentations divergentes d'un même thématique. Alors, ensuite est intervenu le travail de Raphaël Ritondo, donc mon collègue de l'IWEPS, et donc il va vous présenter son travail.
Merci Victoria. Donc je reprends la parole. Effectivement, bonjour à tous pour commencer. Donc j'ai contribué moi sur ce projet PROBOV et surtout cette partie diagnostic à travers un dispositif particulier. Victoria aura l'occasion de vous dire par la suite qu'il y a eu une enquête assez large qui a été menée. En complément de cette enquête, moi j'ai effectué une série d'entretiens semi-directifs qui avait pour but finalement de rencontrer un certain nombre des acteurs divers que Victoria a décrit juste maintenant, et de collecter leurs représentations qui sont à la fois partiellement convergentes et qui en même temps sont sur certains points divergentes, et donc voilà, par rapport à la thématique des futures des exploitations bovines en Wallonie. Et donc, ce qu'on voulait essayer de comprendre, vraiment d'avoir comme information, c'était leur regard sur la situation actuelle, les enjeux qui affectaient ces exploitations et les évolutions qui nous permettent par la suite d'alimenter cette réflexion en termes de scénarios prospectifs. Il y a eu 41 entretiens qui ont été réalisés. Il n'y en a que 19 qui seront utilisés. Donc, peut-être comme Philippe l'a évoqué au début, donc je réalise actuellement une thèse de doctorat. Et donc, ce dispositif d'entretien semi-directif sert à alimenter PROBOV, mais également mon travail de recherche doctorale qui s'intéresse finalement aux conditions d'apprentissage dans les démarches de prospective. Est-ce que les personnes qui participent évoluent dans leur représentation justement des enjeux, des problèmes, des situations qui se posent et des solutions qui sont disponibles par rapport à ces enjeux au cours de leur participation à la démarche de prospective. Et donc dans ce cadre-là, je me focalise sur les personnes qui finalement vont participer à toute la démarche, ce qui justifie que finalement sur tous les entretiens réalisés, les personnes qui malheureusement ne participent pas à la démarche, une partie de leur rapport a effectivement été pris en compte, mais a été analysée peut-être de façon moins approfondie que finalement les 19 d'entre eux qui vont participer tout au long à l'étude et notamment aux ateliers de scénarisation. Pour l'instant, donc les résultats que je vais vous présenter dans quelques instants se base principalement sur 8 entretiens qui ont été analysés de façon déjà un peu plus approfondie. C'est un travail qui est toujours en cours, qui est assez exigeant et assez demandeur. On a une variété de profils parmi déjà ces 8 entretiens qui collent relativement bien à ce que Victoria a décrit précédemment, avec des acteurs du monde administratif, avec des éleveurs dans chacune des grandes filières, on va dire, actuelles, avec des acteurs de l'encadrement, des acteurs des autres étapes de la filière, mais aussi plutôt des académiques, des universitaires qui ont peut-être une réflexion plus macro sur certaines thématiques. Et donc l'idée, ça a été de les interroger, ces personnes-là, en profondeur, c'est de comprendre en profondeur les représentations qu'ils avaient sur à la fois ce qui caractérisait l'élevage de bovins wallons actuellement, les dynamiques d'évolution de ces élevages, et peut-être réfléchir avec eux sur comment ils voyaient, comment ils percevaient la situation à 2040 en termes d'élevage. Je peux passer la slide, Victoria. Donc, je vais commencer par vous donner 2 mots sur la méthode que j'ai suivie pour peut-être que vous voyez un petit peu comment j'ai identifié les éléments dont je vais vous parler juste après. Donc, j'ai utilisé une méthode qui est une méthode qu'on appelle de carte cognitive. Donc, l'idée, c'est simplement, suite aux entretiens que j'ai réalisés avec les différents profils que je vous ai cités précédemment, on a retranscrit ces entretiens et on les a analysés d'une manière particulière qui était finalement d'essayer de repérer dans le discours de ces personnes à quel moment elles mobilisaient certains concepts et les relations qu'elles faisaient entre ces différents concepts. Prendre un exemple mi-fictif, mi-réel, mais une personne qui dirait que la recherche d'autonomie alimentaire en Europe a conduit à l'élaboration d'une politique de soutien des agriculteurs dans les années 50. Voilà, c'est typiquement une phrase qui invite à faire le lien entre 2 concepts, c'est-à-dire d'une part la recherche d'une autonomie et d'une sécurité alimentaire, et d'autre part l'élaboration d'une politique particulière
à l'égard des agriculteurs. Un autre exemple, ça serait l'idée de dire que voilà, le prix des terres augmente forcément les coûts d'entrée quelque part, donc l'endettement d'une personne qui voudrait se lancer dans de l'exploitation de bovins, et le pousse à adopter une logique d'optimisation de la production. Des phrases qu'on peut entendre et qui amènent à faire le lien là ici entre trois concepts qui sont d'une part un prix d'accès à la terre, d'autre part l'endettement des exploitations, et d'autre part la logique adoptée dans l'exploitation qui est d'optimisation de la production, une logique plus productiviste. Donc l'idée, c'était d'analyser comme ça chacune des transcriptions pour construire les liens entre ces différents concepts, ce qu'on j'appelle des cartes cognitives, qui permettent une représentation un peu visuelle de ces représentations justement que les parties prenantes ont de la thématique qui est analysée ici, c'est-à-dire le futur des exploitations de bovins. Et dire aussi que ces cartes cognitives, elles peuvent être traduites, je passe vraiment très vite là-dessus, mais dans ce qu'on appelle une matrice d'adjacence, où on fait des relations. Donc, s'il y a une relation entre deux concepts, on écrit un petit 1 dans la matrice, si on n'a pas, on met un petit 0. Et que ça a l'air de rien, mais grâce à ça, on peut réaliser tout un certain nombre de calculs et d'analyses qui permettent vraiment de caractériser ces représentations des acteurs qu'on a essayé de capter ici. Et donc voilà, c'est un peu le travail qu'on a essayé de réaliser. Je ne vous présente que des petits résultats préliminaires parce que vous êtes, à mon avis, plus intéressé par certains éléments de fond, mais je vais quand même passer un petit peu là-dessus dans les slides qui suivent. Donc, si on peut changer. Donc voilà un exemple des cartes qu'on a construites. Donc ça, c'est dans l'entretien, le 21e entretien que j'ai mené, où vous voyez voilà, un certain nombre de concepts qui sont reliés entre eux par des flèches, par des liens entre ces concepts. Plusieurs éléments, donc on voit que il y a des tailles différentes, les concepts ont des tailles différentes. Ça caractérise simplement le fait que certains concepts sont beaucoup plus connectés que d'autres dans le discours des acteurs. Donc ça veut dire que plus la boule est grosse finalement, plus on est sur un concept qui est central parce que connecté à beaucoup d'autres concepts dans le discours des personnes. Et typiquement, si on regarde la légende sur le côté, c'est ce qu'on appelle le degré. Si on regarde la légende sur le côté, on voit qu'il y a jusqu'à 16 connexions pour un concept dans la carte de cette personne-ci. Deuxième élément qui est distinctif entre les concepts, c'est leur statut, ce que j'ai appelé leur statut. Donc, est-ce que ce dont la personne parle, c'est ce qu'on appelle un driver? Est-ce que c'est un relais? Est-ce que c'est un résultat? Donc, simplement, ça, qu'est-ce que ça vient caractériser? C'est le fait que certains concepts n'ont finalement que des liens vers l'extérieur, d'une certaine manière, c'est-à-dire ne sont que des concepts qui vont influencer les autres, mais pas être influencés par les autres, dans la représentation des acteurs. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle des drivers, c'est-à-dire des phénomènes, des idées qui poussent, qui animent, qui amènent une certaine dynamique dans le système sans être influencés par le système lui-même. En vert, on a tout ce qui est finalement les concepts plutôt relais, donc c'est-à-dire qu'ils sont à la fois influencés, mais qui influencent également. Et en bleu, il y en a aussi sur cette carte-ci, on a ce qu'on appelle les concepts plutôt résultats, et d'où dans le discours des acteurs, ça veut dire ce concept-là en particulier, et simplement influencé par tout un tas de mécanismes, et n'en influence pas d'autres. Donc voilà un peu pour caractériser le discours et les éléments qui sont produits dans le discours des personnes qu'on interroge. Donc effectivement, ça peut paraître un peu fouillis comme ça. Ce qui devient intéressant, c'est déjà de comparer les cartes. Donc ça aussi, on peut cliquer sur le slide. Vous voyez que là, on a un deuxième entretien où on voit que finalement, la carte cognitive qui est produite, qui est créée à travers l'analyse quelque part de la même discussion, c'est-à-dire une discussion sur les mêmes thèmes, simplement avec un acteur qui a une position différente, mais conduit à une carte cognitive qui est complètement différente, avec, ici dans ce cas-ci, moins de concepts, avec effectivement pas le même rôle joué par chacun des concepts. Et donc voilà. Donc l'idée ici, c'est simplement de vous montrer, de donner un sens finalement déjà sur le petit échantillon d'entretiens qui ont déjà été analysés, d'une certaine diversité des diagnostics en fait qui sont réalisés par rapport à ces élevages de bovins, c'est-à-dire en ayant la même discussion avec des acteurs qui ont tous développé une expertise mais forcément différente avec des regards différents, on a des représentations des diagnostics qui sont différents. Donc voilà, peut-être
le slide suivant. Donc, peut-être rapidement, pour donner encore peut-être un sens, comme je vous expliquais, c'est des matrices d'adjacence. Donc, on peut calculer un certain nombre d'éléments. Ici, j'ai mis des choses très simples, parce que le but n'est pas forcément de rentrer là-dedans dans la présentation que je fais aujourd'hui. Mais on peut avoir, comme vous voyez, entre les lignes 4 et 6, pour ce qui est des concepts, des concepts mobilisés qui vont du simple au double, donc de 15 à 32, donc pour celui qui en a mobilisé le plus pour l'instant. Donc qui voilà, exprime le fait que dans certains cas, on va avoir des personnes qui vont être mobilisées un nombre de concepts beaucoup plus important et donc aborder finalement des thématiques aussi qui sont souvent plus larges, être moins focalisées en fait sur un petit nombre d'idées. Et alors, le nombre de liens aussi est relativement important dans ce cas-là, parce que, ok, on peut mobiliser beaucoup de concepts, mais est-ce que c'est bien intégré, est-ce qu'ils sont bien connectés entre eux? Et donc là, on voit aussi que le nombre de liens peut être assez différent, de 25 dans l'entretien 6 jusqu'à 60 dans l'entretien 8. Et par rapport à ça, un dernier indicateur, celui qui est tout au bout, donc CN, qui est le degré de connexion, qui est en fait le rapport entre le nombre de liens et le nombre de concepts mobilisés, et qui donne vraiment une idée de à quel point les acteurs ont une vision, je veux dire, très construite et très reliée entre elles de la thématique, où ils font vraiment beaucoup de liens par rapport aux concepts qui mobilisent, où on n'est pas sur des processus isolés, mais il y a vraiment une connexion, une vision d'ensemble assez large qui se dégage. Et donc on peut voir aussi au milieu, et je ne rentrerai pas dans le détail non plus, qu'il y a des nombres par exemple, de variables qualifiées de drivers ou de relais ou de résultats qui sont relativement variables et qui indiquent aussi voilà, une perception différente de quels sont les éléments qui animent le système, quels sont les éléments qui finalement sont produits par le système sans l'animer, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, ça donne vraiment une idée de la diversité des représentations qui sont données là. Et un de mes objectifs, c'est de voir, d'une part, d'analyser de façon beaucoup plus fine ces différentes cartes et en quoi elles sont différentes ou en quoi elles sont... voilà, il y a des éléments communs. Et d'autre part, de pouvoir voir dans le temps si la carte cognitive d'un même individu va évoluer en fonction du travail qu'on effectuera durant la démarche. Donc ça, c'était pour un peu la méthodologie qui a été suivie. Pour l'analyse des entretiens. De cette analyse peuvent ressortir quelques éléments, quelques dynamiques clés. Donc, c'est provisoire, c'est-à-dire, comme on est sur un petit nombre d'entretiens, que l'analyse va être encore poussée plus loin. Voilà, je ne prétends pas que c'est des résultats définitifs qui présentent parfaitement les données qui ont été récoltées. Néanmoins, c'est des éléments qui se retrouvent dans la plupart des... enfin, en tout cas, qui se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans plusieurs des entretiens qui ont été réalisés et qui, voilà, bon, plutôt dans un sens plutôt commun, quoi. Un premier élément qui est assez vraiment partagé dans l'analyse, dans les représentations des acteurs qui ont été interrogés, c'est vraiment une représentation comme étant une des dynamiques principales qui a affecté ces exploitations bovines. C'est une dynamique qu'on pourrait qualifier de spécialisation. Avec une situation maintenant où on arrive avec deux filières très distinctes, qui a des races très distinctes et très optimisées finalement pour la production d'un type de production particulier. Donc on n'est pas sur des exploitations qui font un peu de viande, un peu de lait, on est vraiment sur des très spécialisés en viande, très spécialisés en lait, avec derrière ça un type de production qui est très standardisé. Donc l'idée n'est pas de se démarquer d'une exploitation à l'autre par rapport aux productions qui sont réalisées, mais d'être de s'inscrire dans une filière particulière, d'être spécialisé dans sa production et de produire finalement un produit qui pourra être utilisé au mieux par les autres acteurs de la filière par la suite, avec une certaine standardisation de ce qui est produit et un ensemble de pratiques qui vont avec, que je ne vais pas forcément détailler ici, mais avec l'idée que tout ça, cette dynamique de spécialisation, dans le sens d'un certain caractère productiviste des exploitations. Donc l'idée, c'est d'arriver à une production, je vais dire, la plus performante, la plus importante possible, en caricaturant un petit peu et en poussant un peu le trait. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des volumes, finalement, et une production qui est la plus importante possible.
pourquoi je précise ça? Parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, en tout cas, on essaie d'atteindre une certaine rentabilité à travers la production la plus performante possible, alors qu'on pourrait imaginer de jouer sur d'autres facteurs comme une certaine diversification, comme le fait d'avoir une diminution vraiment des coûts de production, du temps de travail, etc. Mais ce n'est pas la logique ici. La logique ici, c'est vraiment d'arriver à une production et à des volumes qui sont les plus importants. Et ça, c'est la dynamique vraiment essentielle qui a été mise en évidence par les personnes rencontrées. Deuxième dynamique clé qui est identifiée, c'est que finalement, il y a maintenant des tensions qui sont un peu liées à la prise en compte d'enjeux sociétaux, d'enjeux écologie, du bien-être animal, etc., avec l'arrivée de législations particulières, avec des attentes d'une manière globales qui sont de plus en plus fortes et qui se manifestent à travers des associations, à travers un discours, etc. Et des attentes d'éleveurs aussi, qui veulent de plus en plus en tout cas, sont de plus en plus réflexifs par rapport à ça, et où on voit des personnes qui ne sont pas dans cette logique productiviste à tout craint. Et cette tension liée à la prise en compte de ces enjeux contribue finalement à une certaine remise en cause de la première dynamique qui est montée ici, qui est la dynamique de spécialisation. Donc l'idée n'est pas de dire que on est complètement en train de changer de vision, de modèle, de représentation, mais qu'il y a là quelque chose qui commence à devenir assez clair, assez évident, et qui tend à une certaine remise en question, à revenir un petit peu de cette logique de spécialisation. Donc voilà pour la deuxième dynamique clé. Peut-être passer au slide suivant. La troisième grande dynamique qui se dégage des entretiens pour l'instant, c'est une dynamique qui va vers l'accroissement de la pénibilité du métier d'éleveur en tant que tel. Donc avec cette idée qui a été poussée notamment par la spécialisation dont on vient de parler, d'une taille des exploitations qui n'a cessé de s'accroître et qui a été de pair avec une certaine quantité de travail. Même quand cette taille d'exploitation a poussé de la mécanisation, la mécanisation implique endettement, implique vraiment cette logique d'un cercle vicieux où on retourne vers plus de productivité, plus de quantité de travail, plus de volume qui est réalisé. Et ça je l'ai pas noté sur le slide, mais avec une rentabilité qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc c'est là où la pénibilité forcément s'accroît, où on a une quantité de travail qui est importante et qui, pour certains, pourrait être, on pourrait se dire, on travaille, mais c'est pour augmenter notre revenu, etc. Mais ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, en tout cas pas à la hauteur des heures prestées. D'une autre part, on a des nouvelles attentes des éleveurs. Donc les éleveurs n'ont plus simplement une logique sacrificielle où on est prêt finalement à dédier sa vie entre guillemets au travail au travail à la ferme. Donc il y a des attentes en termes de qualité de vie, de participation au travail. Donc on a envie d'être exploitant bovin, mais on n'est plus prêt à passer tout son temps à la ferme, à pas partir en vacances, des choses de ce type-là. Ce qui rend finalement le métier d'éleveur comparativement plus pénible que si on est prêt finalement à faire un peu le sacrifice. Et alors, dernier élément qui va un peu dans le sens de cet accroissement de la pénibilité, c'est une certaine forme de déconnexion qui est apparu entre finalement ceux qui sont en dehors du monde agricole et des exploitations bovines en particulier et les exploitations avec une mauvaise image. Pour prendre quelques exemples, on est l'élevage bovin souvent pointé du doigt comme étant un gros pollueur, des pratiques d'élevage qui sont parfois pointées du doigt, ou même à d'autres étapes, par exemple la mauvaise publicité sur les abattoirs qui peuvent parfois rejaillir sur les exploitations en elles-mêmes, etc., et qui font que le métier d'éleveur finalement non seulement n'est pas valorisé au niveau monétaire, non seulement implique beaucoup de travail, mais en plus finalement est parfois mal vu et donc, globalement, il n'y a même pas une rétribution un peu symbolique d'être ces personnes qui travaillent globalement bien selon ce qu'ils pensent eux, et ce qui sont dans le cas d'ailleurs, et qui nourrissent finalement le monde, ce qui conduit à un stress finalement assez important auprès des éleveurs, leur travail devient de ce point de vue-là de plus en plus difficile et compliqué. Et enfin, une dernière dynamique clé qui est une tendance qu'on voit quand même arriver, un peu comme dans le cadre de la deuxième tendance, où on est sur vraiment quelque chose qui a l'air d'émerger et d'aller un petit peu contre le sens de
de la logique première, qui était une tendance à la réappropriation finalement des autres activités de la filière, qui est poussée par plusieurs éléments. Donc un peu ce qu'on a dit précédemment, donc la nécessité de retrouver un peu du sens et en même temps une certaine rentabilité dans le travail. Et donc, ça peut passer finalement par la réappropriation d'un certain nombre d'activités, comme par exemple la vente à la ferme. Voilà, on va essayer de valoriser soi-même finalement ces productions, ce qui répond à la question du sens, quoi, finalement, où voilà, on reprend peut-être un peu plus la main, on a un peu plus d'autonomie sur ce qu'on veut faire, on choisit le type de produit, on a une qualité, une production qui est un peu différenciée par rapport à la logique que j'ai présentée un peu de standardisation précédente, et avec une certaine rentabilité, parce que forcément, on se réapproprie une certaine partie de la valeur ajoutée qui était avant ça captée par des intermédiaires dans le reste de la filière. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui font ça le font par exemple sur tout le troupeau, hein. Ça peut être juste une partie du troupeau qui est valorisée de cette façon-là. Mais ça permet finalement de dégager une certaine rentabilité, peut-être. Et cette rentabilité supérieure permet peut-être de détenir un peu moins d'avoir un cheptel un petit peu plus petit, et donc voilà, permet peut-être aussi d'avoir peut-être plus de largesse en termes de travail, etc., même si ça implique quand même un certain surplus de travail, le fait de se réapproprier des activités qui ne font pas partie du métier d'éleveur à la base. Et un autre élément, une autre modalité de cette tendance à la réappropriation des autres activités de la filière, c'est aussi l'émergence peut-être de plus en plus forte, même si pas encore forcément suffisamment poussée, de logiques un peu associatives, coopératives, etc., et de mise en commun, voilà, avec des initiatives qui semblent apparaître de plus en plus, même si on n'est pas encore sur d'après les représentations qui ont été collectées, sur quelque chose d'affirmé et de dominant, je dirais comme ça, mais il y a vraiment quelque chose qui pointe. Donc voilà pour les 4 grandes dynamiques clés qu'on peut retirer finalement des analyses qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Et cette dynamique clé, elle pointe vers des enjeux finalement prospectifs. Et donc là, on est encore, je reprécise, sur des choses, des éléments qui sont provisoires dans l'analyse et qui mériteraient d'être vraiment beaucoup plus charpentés et comparés avec les restes de données qui n'ont pas encore été analysées. Mais voilà, compte tenu des dynamiques qu'on vient d'évoquer, du diagnostic de base et de la discussion qu'on a eue sur finalement la situation future possible des exploitations de bovins wallonnes à horizon 2040, on a pu identifier jusqu'à maintenant 4 grands enjeux qui viennent vraiment réinterroger les exploitations bovines pour l'instant. Le premier enjeu, c'est ce qu'on pourrait caractériser par une certaine forme de vision de dualisation de ces exploitations, où pour beaucoup d'acteurs qu'on a interrogés, finalement, on a une double logique, on va avoir cette dualisation qui va être soit une orientation vers des exploitations qu'on va dire qualifiées de très intensives, qui vont essayer d'être compétitives sur un marché international, qui vont continuer à essayer de jouer sur leur prix de leur production et sur leur volume pour tirer une certaine rentabilité. Et donc là, on va aller vers peut-être encore une intensification de la spécialisation et de toute cette logique un peu productiviste. Soit vraiment une accentuation de cette logique peu intensive, avec des productions très en qualité différenciée, donc avec la volonté vraiment de se distinguer par un produit particulier, avec des choix, des pratiques particulières, etc., des choix particuliers, pour parvenir à les valoriser et en fait finalement à proposer un produit qui soit très différent du produit mainstream. Et avec cette idée que finalement, il y a cette dualisation et que les exploitations qui sont quelque part un petit peu au milieu vont complètement risqueraient dans cette logique-là de disparaître, quoi. Il ne resterait finalement que des très intensifs ou alors des personnes qui ont une façon de fonctionner complètement avec une logique complètement différente et rien au milieu. Ça reste, on est sur des représentations d'acteurs, tout ça mériterait d'être beaucoup plus affiné et défini pour savoir qu'est-ce qu'on appelle finalement, comment on délimite précisément quelles sont les exploitations du milieu qui sont à risque dans ce cas-là. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir cette logique de dualisation qui est vraiment un enjeu clé qui a été identifié.
Deuxième enjeu clé qui là est relativement évident, mais voilà, qui a été énormément évoqué, c'est finalement cet enjeu de reprise des exploitations bovins, avec, je veux dire, beaucoup d'éléments que j'ai déjà discuté, présenté ici, mais qui sont d'une part un âge élevé des éleveurs, de plus en plus, qui font se poser la question de l'après, qui est-ce qui va reprendre l'exploitation. Les nouvelles attentes qu'on a déjà évoquées et qui font que pour des jeunes, c'est peut-être compliqué de se lancer ou de choisir cette carrière-là parce que peut-être qu'elle ne permettra pas d'atteindre ou de voir la qualité de vie qui est souhaitée. Et un accès à la terre qui se complique fortement, avec des prix qui montent fortement et un endettement qui est très important. Et là, l'enjeu, c'est lequel? C'est celui de qui va pouvoir finalement reprendre ces exploitations. Est-ce qu'on va être sur des grands groupes qui auront des moyens, qui vont pouvoir à un moment donné reprendre avec des éleveurs qui seront dedans, mais qui auront plus, quelque part, qui seront plus des indépendants, quoi, qui auront une logique finalement un peu de rouage dans ce système-là, avec peu d'autonomie décisionnelle, etc. Et peut-être plus largement, c'est aussi l'enjeu de est-ce qu'on arrivera à maintenir le nombre de fermes qu'on a actuellement et peut-être les niveaux de production qu'on a actuellement, ce qui dans un scénario un peu extrême, qui n'est pas forcément, mais qui en tout cas se pose en germe dans cet enjeu-là, c'est celui de la question de la souveraineté alimentaire d'une région, quoi, qui n'est pas un enjeu strictement centrée sur l'exploitation en elle-même, mais qui quand même plus largement est importante. Est-ce qu'on sera toujours capable d'avoir une certaine autonomie dans la production alimentaire, ou est-ce que malheureusement ça va dévisser de ce côté-là? Troisième enjeu prospectif qui est assez lié au premier finalement, c'est une logique de mixité, des spécialisations. Donc à côté de cette logique très dualisée, il y a aussi des personnes qui voient un enjeu en termes de mixité des exploitations. Donc je m'explique. Par exemple, sur le plan environnemental, des analyses en termes de cycle de vie, etc., montrent qu'il est beaucoup plus efficient quelque part d'avoir, par exemple, des troupeaux laitiers qui vont produire du lait toute leur vie, beaucoup plus efficient sur le plan environnemental qu'un troupeau allaitant, finalement, qui n'est là que pour produire des veaux, je veux dire, enfin des veaux et de la viande, etc. Et donc, avec une production qui est beaucoup moins régulière, beaucoup moins importante, alors même que la production de laitier produit également de la viande. Et donc, est-ce que l'enjeu avec, par exemple, des logiques, je pense que c'est le beef and dairy, mais je n'ai pas revu, où on a une logique où on pourrait inséminer des vaches laitières pour qu'elles aient un rendement en viande plus important, par exemple, que ce soit quand elles sont réformées ou que ce soit pour leurs petits veaux, etc. Et qui donc pousserait finalement à l'idée d'avoir essentiellement des races laitières un petit peu boostées avec de la génétique allaitant viandeuse, et malheureusement peut-être du coup un recul et des enjeux pour l'élevage plutôt bovin allaitant en Wallonie, ceci étant d'autant plus poussé avec des évolutions en termes de consommation, des évolutions de la consommation de produits bovins en Wallonie, avec peut-être une consommation plus faible de pièces nobles et des choses de ce type-là, et peut-être plus d'hachés, etc., qui font que, quelque part, de la viande de vache de réforme serait quelque part pas plus mal pour répondre à ces besoins-là. Donc vraiment, si on pousse un peu le trait, il y a peut-être un enjeu de ce côté-là aussi. Et enfin, dernier enjeu, c'est la diversification des fonctions des exploitations, avec une tendance de long terme qu'on peut retracer, qui finalement est on a quitté cette logique petit à petit de subventions découplées, de subventions couplées à la production, pardon. Et donc de plus en plus, on a des subventions qui sont plutôt liées à l'incidence écologique des exploitations. Donc même si on a été relativement protégé lors de la dernière PAC ici, la logique sur le long terme, elle irait peut-être quand même plutôt vers ces éléments de plus de subsides liés au fait de remplir un certain nombre de services liés à l'écosystème ou d'entretien des paysages, etc. Ce qui, premièrement, pose beaucoup de questions justement sur les modèles, parce que forcément, la logique très spécialisée, très productiviste, ne fonctionne pas bien
avec cette logique-là d'aide. Et deuxièmement, pose aussi plus largement un enjeu en termes de souveraineté alimentaire, mais donc là, encore une fois, qui n'est pas spécifique aux exploitations de bovins. Donc voilà un petit peu pour les premiers résultats de ces analyses-là. Donc voilà, je repasse la parole à Victoria pour la suite. Merci, donc, sur base de ces premières cartes cognitives et sur base d'une revue bibliographique de la littérature, en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on était face à une grosse pelote, à savoir que les personnes n'avaient pas forcément le même vocabulaire, faisaient des liens et entre des nuances, par exemple, dans des nuances, le début des quotas, la fin des quotas, mais tout ça concerne quand même la PAC. Donc, on a essayé de détricoter cet énorme nœud et on s'est dit qu'on devait absolument simplifier. Et donc, on a émis une liste d'une quinzaine de facteurs qu'on a considérés comme importants pour le futur des exploitations bovines. Donc, sans trop traîner, mais voilà, quand même vous les énoncer. Donc, les attentes sociétales, évidemment. Qu'est-ce que la société, qu'est-ce que le citoyen, qu'est-ce que le consommateur attend des exploitations bovines en Wallonie? Le métier d'éleveur, à savoir le temps de travail, sa pénibilité, l'image du métier d'éleveur et donc forcément la transmissibilité des fermes. Le bien-être et la santé animale, mais ici vraiment du point de vue de toutes les législations qui sont mises en place, de comment le secteur appréhende le bien-être et la santé animale. Le changement climatique, on est vraiment dans une optique de quelle est l'incidence du changement climatique sur les exploitations bovines. Les politiques agricoles appliquées en Wallonie, à savoir que évidemment la PAC définit la politique qui est menée en Europe, mais il y a également, au-delà du tronc commun, il y a aussi des options que les États membres peuvent choisir. Et donc nous, on s'intéresse vraiment à comment la politique agricole est appliquée en Wallonie et toutes les autres normes que la Wallonie impose sur son territoire. On a voulu également tenir compte du marché international avec cette mise en concurrence des produits bovins. Ça, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure. Une diversification des fonctions, à savoir que oui, les exploitations bovines sont là pour produire de la viande, des engrais, etc. Mais au-delà de leurs fonctions de production, elles ont d'autres fonctions qui peuvent être la vitalité territoriale, le fait de créer un tissu social en campagne, etc. Évidemment, la rentabilité économique, puisque on ne peut pas être durable dans le temps à partir du moment où l'activité n'est pas rentable. Le degré d'autonomie des exploitations, et là, on a vraiment considéré l'autonomie dans un sens très large, à savoir autonomie alimentaire, mais également autonomie décisionnelle, et pourquoi pas l'autonomie énergétique. Par degré de spécialisation, on essaye d'entendre un peu la philosophie de production, finalement, à savoir est-ce qu'on est plutôt sur une exploitation avec des races très spécialisées ou pas. Est-ce que c'est en bio, en conventionnel ou sous un autre cahier des charges? Le mode de gestion, c'était l'idée de voir un peu est-ce que les personnes sont en association, en coopérative, un peu quel est le statut qui se cache derrière juste l'exploitation bovine. La réappropriation de la filière, c'est un peu, voilà, on parle de rentabilité, mais la rentabilité, c'est lié à la valeur ajoutée. Donc, comment est-ce que l'exploitation bovine va se situer dans cette filière? Est-ce qu'elle va chercher à se la réapproprier ou pas? L'accès aux nouvelles technologies fait également partie d'un facteur important. Et enfin, les modalités d'accès à la terre, puisque, bon, déjà, la terre, il faut savoir se la payer, mais aussi, il faut savoir y avoir accès. Donc, c'est tout ce qui est vraiment en lien avec l'accès à la terre. Ça, c'est vraiment notre tableau de base pour essayer d'un peu appréhender cette thématique complexe. Alors, certainement, elle n'est pas parfaite ni exhaustive. En tout cas, voilà, il fallait bien partir d'un point de départ. Et en fait, ces facteurs importants qu'on a, nous, dessinés dans nos bureaux, on a décidé de les soumettre aux parties prenantes et donc aux personnes qui sont vraiment impliquées dans le monde de l'élevage bovin. En essayant de leur demander un peu comment est-ce que pour eux, il y en avait qui étaient plus importantes que d'autres, et surtout, est-ce que certains facteurs sont plus incertains à l'horizon 2040 que d'autres. Alors là, brièvement, les résultats de cette enquête montrent que parmi vraiment les facteurs les plus importants, on a vraiment, je pense que si un facteur fait bien l'unanimité, c'est la rentabilité des exploitations,
qui a vraiment, de manière assez unanime, a été classé comme importance déterminante et élevée. Et de manière relativement significative, on a également le métier d'éleveur et d'éleveuse, l'impact du changement climatique, les politiques agricoles appliquées en Wallonie et la réappropriation de la filière. On a particulièrement le mode de gestion qui paraît comme un peu moins déterminant d'après le panel interrogé. Et là aussi, on a eu un panel de personnes assez diversifiées qui ont répondu à ce questionnaire. Et enfin, on voulait leur demander, donc la question était, est-ce que pour vous, l'évolution à l'horizon 2040 de ce facteur est certaine ou incertain? Ici, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, le panel n'était pas du tout d'accord entre eux, puisque là, ici, par exemple, on est quasiment à 50-50 entre incertain et certain. Le bien-être et la santé animale est vraiment un facteur considéré comme certain à l'horizon 2040, tandis que le facteur réappropriation de la filière et modalité d'accès à la terre est plutôt catégorisé comme incertain. Et en fait, on a besoin donc de ce degré d'importance et d'incertitude pour la suite de notre travail. Suite du travail qui va être de scénariser, donc d'essayer de dessiner les futurs possibles pour les exploitations bovines. Pour ça, donc avec l'E-Webs, nous avons décidé d'utiliser la boussole de l'avenir, qui a été publiée par Meinert en 2014, élaboration de scénario. Donc, si vous tapez cette référence en ligne, le guide est disponible gratuitement en open source. Et la première étape de cette... Donc là, ici, je vous décris brièvement la méthode, comme ça, vous allez comprendre ce qu'on a fait en atelier. La première étape de cette méthode, c'est de définir ensemble 2 facteurs qui sont considérés comme très importants et très incertains à l'horizon 2040, pour ensuite venir les organiser sous une forme en perpendiculaire, et le point central étant le point actuel. Et nous allons avoir donc 4 cadrans qui sont dessinés, donc par exemple ici le cadran 1, qui vont représenter Ah oui, j'ai oublié d'expliquer, c'est que donc, ces 2 facteurs très importants et très incertains, pour chacun, on va dessiner 2 évolutions contrastées, opposées. Par exemple, dans le cas d'une étude énergétique, on va dire, ben voilà, à l'horizon 2040, soit l'énergie coûte très très cher, soit l'énergie est très peu chère. Donc, moi, je vais vraiment chercher l'opposition de des évolutions, de manière ensuite à les mettre en perpendiculaire et d'arriver vraiment à 4 mondes assez contrastés. Et le rôle de l'atelier va être, et des parties prenantes, va être d'imaginer comment est-ce que, au départ de la situation actuelle, en étant dans une condition, dans un monde défini par ces 2 conditions-ci, comment est-ce que le chemin va pouvoir se tracer. Et l'objectif est vraiment d'arriver à une histoire et à un lien de cause à conséquence. Donc, le prix de l'énergie augmente, donc il va y avoir ça, qui lui-même va impliquer ceci, et de vraiment imaginer comment les choses peuvent évoluer. Ça, c'est la théorie. Alors, nous, en ce qui nous concerne, on a réalisé le premier atelier ici en novembre, donc forcément sous une forme hybride. Et on a réuni les parties prenantes pour essayer de définir donc, ces 2 facteurs et 2 évolutions opposées et contrastées. Alors, le bilan de cet atelier, c'est qu'il y a quand même vraiment des thématiques récurrentes, donc 4 sous-groupes. Le premier sous-groupe a trouvé un accord sur les attentes sociétales et la concurrence mondiale. Le deuxième sous-groupe avait trouvé un accord sur l'accès à la terre et les évolutions du métier. Le troisième groupe n'était pas parvenu à dégager 2 facteurs, donc ils en avaient trouvé 3, à savoir l'accès à la terre, les attentes sociétales et la réappropriation de la filière. Et enfin, le 4e groupe s'était accordé sur les politiques de commerce et agricole et la réappropriation de la filière. Et au-delà de ces thématiques récurrentes, ce qui était assez cocasse, c'est de savoir que derrière un même mot, derrière un même contexte, les personnes avaient associé des idées différentes derrière. Donc, tout ça est en cours d'analyse. Mais ce qu'on peut les enseignements qu'on peut déjà tirer aujourd'hui, c'est forcément un certain poids autour des attentes sociétales. Avec notamment la question de se poser, oui, il y a des attentes sociétales, mais est-ce que le consommateur va aligner ses comportements d'achat avec les attentes qu'il pose autour des exploitations bovines ou pas?
Donc, un des groupes avait notamment dit les attentes sociétales, à l'horizon 2040, on peut supposer d'une manière relativement certaine qu'elles vont continuer à être relativement strictes, voire encore plus strictes. Mais la question, l'incertitude, elle se situe plutôt de savoir si le consommateur va vraiment suivre, est-ce que le comportement d'achat va suivre ou pas. Et avec notamment, pour certains participants, la remise en question à terme de l'élevage allaitant, puisque d'un côté, on voit qu'au niveau des habitudes de consommation, il y a une très forte évolution par la quantité de viande hachée qui est achetée par les ménages, alors que les morceaux nobles sont moins consommés à domicile et seraient plutôt consommés en restauration. Et en fait, cet élément pourrait vraiment mettre à mal un peu la filière allaitante, d'autant plus que, comme Raphaël a expliqué tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent un désavantage écologique à cet élevage allaitant. Alors, au niveau des politiques agricoles européennes, on a aussi différentes évolutions qui ont été mentionnées. Est-ce qu'on continue avec ce système d'offres et de demandes, à savoir que la politique européenne est très stricte sur son territoire, et particulièrement en Wallonie également, on a des normes qui sont très strictes. Cependant, on achète à l'extérieur sans mettre ces mêmes critères d'achat. Donc finalement, on crée une distorsion de concurrence est vraiment créée et met à mal nos exploitations bovines. Certains groupes proposent pourquoi pas une planification agricole en disant voilà, on consomme autant de viande, donc il y aurait, c'est presque un retour des quotas, viande et lait évidemment, de se dire on essaye de plafonner pour ne pas créer de surproduction et donc ne pas trop faire baisser les prix. Et certains viennent avec des idées telles que des mesures miroirs, à savoir, si l'Union européenne impose ses normes de production sur son territoire, elle n'achète pas des denrées alimentaires qui ne sont pas produites sous les mêmes critères. Alors, je ne sais pas quelle est la probabilité de mise en route de ce genre de mesures, mais en tout cas, c'est des hypothèses qui ont été émises par les participants. Et on a également eu un débat en fin d'atelier en se disant, en fait, le poids du marché mondial peut vraiment être vu de deux manières différentes. D'une part, oui, il y a cette distorsion de concurrence dont je viens de parler, mais d'un autre côté, l'Union européenne elle-même vend des morceaux qui ne l'intéressent pas, donc en bovin, on parle du 5e quartier ou ce genre de choses, à des prix très très bas. Et donc finalement, on peut aussi mettre à mal le marché mondial du point de vue d'autres régions du monde. Et donc, de se dire qu'on ne peut pas juste dire que ça ne nous arrange pas, il y a quand même un double flux qui est vraiment présent et qui ne va pas toujours dans le sens qu'on imagine. Alors nous, ce qu'on peut constater, c'est vraiment une très forte implication des parties prenantes, dans le sens que nous les avons déjà sollicités à maintes reprises. Donc pour les entretiens dont Raphaël vous a présenté les résultats, l'enquête en ligne, il y avait d'autres questions dont j'ai malheureusement pas le temps de vous montrer les résultats aujourd'hui, mais qui demandait vraiment, c'était vraiment une étude chronophage à compléter. On a ces ateliers qui sont en cours d'organisation. Et vraiment, il y a vraiment un intérêt de la part des acteurs de terrain qui est vraiment très marqué et qui montre vraiment l'importance de ce sujet pour le secteur. Et voilà, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de choisir ces deux facteurs très importants, très incertains, qui vont vraiment être à la base de notre boussole. Et voilà, pour des raisons Covid, nous n'avons pas su encore organiser le second atelier, qui a priori sera organisé courant le mois d'avril. Et là, notre objectif, en ayant fixé deux facteurs et leur évolution contrastée, c'est de voir comment les autres facteurs peuvent évoluer. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas choisi les facteurs qu'on ne va plus les étudier. Et notamment, par exemple, la rentabilité est un facteur très important, mais a priori, ne serait pas intéressant à choisir parce que ce serait plutôt un facteur résultat qu'un facteur qui va conduire vraiment la réflexion. Donc ça, ce sera l'atelier 2 qui va vraiment faire travailler les parties prenantes pour trouver les 4 scénarios, les 4 chemins d'évolution pour les exploitations bovines. Ensuite, il y aura vraiment tout un travail de scénarisation en bureau qui sera réalisé pour ensuite venir présenter
aux parties prenantes ces scénarios, récolter leurs avis, leurs remarques, leurs suggestions, etc. Et une phase de communication nous tiendrait vraiment énormément à cœur courant de l'automne 2022 à destination du secteur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des conférences du Collège Belgique, mais on aimerait vraiment, via l'encadrement, enfin le secteur de l'encadrement, les syndicats agricoles ou tout organisme agricole, pouvoir vraiment se diriger vers les éleveurs et essayer de faire sortir notre recherche des bureaux. Donc, on espère qu'une bonne communication sera mise en place. Et si vous êtes intéressé par la suite du projet, ben voilà, donc cette année, nous fêtons les 150 ans du Centre de recherche agronomique wallon. Et donc, si vous allez simplement sur le site internet et en tapant ProBov, donc le nom du projet dans la barre de recherche, vous aurez les informations. Et si d'autres activités vous intéressent, il y a aussi l'agenda en ligne pour les autres activités. Et sur la page plus spécifiquement du projet, donc il y a le descriptif, le contexte du projet, mais ça, là, je pense que vous avez compris. Mais tout à la fin, il y a des fichiers attachés. Il y a déjà 2 documents qui sont vraiment très intéressants. Un premier qui reprend un peu la situation actuelle de l'élevage bovin en Wallonie, et un second qui a vraiment été fait par Vincent Calais, d'une vision déjà prospective de l'élevage bovin en Wallonie. Et pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce sera vraiment un grand plaisir que je pourrai répondre à vos questions, même en dehors de cette conférence, pour les personnes qui la regarderont par la suite.